bonjour à toutes et tous. On va patienter avec une petite vidéo. Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels? Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Très bien. Donc, je propose de démarrer ce webinaire dédié au SMR, donc les réacteurs innovants et modulaires pour décarboner l'industrie. Je remercie tout d'abord nos adhérents, Blue Capsule, Narea, Jimmy Energy et également l'IMT qui vont vous présenter à la fois des approches techno pour les 3 premiers, et puis l'IMT présenter la formation. Donc, en courte introduction, pourquoi Pôle Énergie souhaitait organiser ce webinaire. Notre vocation, comme elle a été expliquée dans la petite vidéo juste avant, c'est de servir les filières de l'énergie en Hauts-de-France, et on voit que de plus en plus d'intérêt est porté sur cette énergie nucléaire et notamment un plan France Relance que je laisserai Pauline présenter. Je peux passer la slide, c'est ça? Et donc, je laisse Pauline se présenter d'abord et puis présenter. Donc, pour commencer, on voulait quand même faire une petite introduction, soit en rappel sur la première présentation pour certains d'entre vous, sur les SMR, donc SMR pour Small Modular Reactor. Globalement, si on peut faire une première définition, les SMR sont des petits réacteurs modulaires, on va dire d'une puissance inférieure à 300 MW électriques. Cette définition elle varie un peu, mais voilà, si vous devez retenir une chose des SMR, ça peut être cette définition-là. Globalement, je voulais quand même présenter 2-3 points, savoir ce qui différencie les SMR du nucléaire, on va dire, traditionnel, classique que vous connaissez. Les SMR, on va dire, veulent pénétrer le marché avec une technologie de rupture, que ce soit à la fois par la conception, la construction ou l'exploitation, on va dire, de leur SMR, par rapport justement au nucléaire classique. Et en plus de cette technologie de rupture, on peut voir, on va dire, un nouveau marché qui se dessine. Le nucléaire classique, on le connaît bien pour la production d'électricité. C'est le cas pour les SMR également. Mais donc la technologie de rupture des SMR permet également pour certains de produire de la chaleur. Cette chaleur, que ce soit de la basse température, de la moyenne température, voire de la haute température, en plus de l'électricité. Ce que Grégory avait présenté, avait énoncé au début, pour justement soutenir le développement des SMR et leur implémentation dans le modèle français. Le plan France 2030 a permis la création de start-up. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça va être un plan qui va être développé par la suite par nos 3 intervenants. L'info essentielle à retenir, c'est que suite à des annonces de nouveaux soutiens à l'innovation dans le nucléaire,
Le plan France 2030 a permis de financer 11 entreprises qui développent et souhaitent soit construire ou exploiter des nucléaires. Et dans ce plan de relance, donc là, j'ai mis les logos des 9 qui, à notre sens, voilà, font sens aujourd'hui quand on parle SMR, parce qu'après, il y a également deux autres entreprises plutôt sur de la fusion nucléaire et sur des puissances bien plus élevées que ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, on a 9 entreprises qui aujourd'hui sont soutenues par l'État à travers le plan France 2030, et dont 3 qui nous font l'honneur de vous présenter leurs avancées, leurs plans, leur planning, et puis voilà, tout un tas d'enjeux qui les concernent. Également l'approche un peu nouvelle qui est de se dire on va sortir du nucléaire électrogène conventionnel et potentiellement apporter d'autres valeurs nouvelles. Et aujourd'hui, on fait un petit focus vraiment décarbonation de l'industrie, parce que les 3 sociétés qui vont vous être présentées ont vraiment fait un parallèle assez immédiat entre les besoins de chaleur, les besoins de calories dans l'industrie et le potentiel du nucléaire. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Edouard. Donc, Edouard, non, tu peux prendre la main sur la présentation et passer les slides avec la petite flèche directement. Je vois que tu diffuses le PDF. Je peux partager mon PowerPoint, ce sera plus joli. Parce que là, le PDF, tu as vu, il est en 3/5, c'est pas terrible. Je peux partager le… Mais oui, alors le truc c'est qu'on a, enfin ça risque d'être compliqué. Ah bon. Donc je pense que c'est mieux si on le fait comme ça. Ok. Donc du coup, je peux les passer les slides. Oui. Et la petite flèche normalement sur l'écran, voilà. Bon. Parfait. Bonjour à tous. Merci d'accueillir Blue Capsule. Donc Blue Capsule, hein, il est parti du concept simple qu'on va beaucoup discuter aujourd'hui. C'est que quand on parle de transition énergétique, on parle souvent d'électricité. Et que pour l'électricité, on a investi déjà beaucoup dans des infrastructures nouvelles, que ce soit des infrastructures de production d'énergie éolienne ou photovoltaïque, ou même dans des infrastructures réseau. Mais pour décarboner tout un pan de l'activité industrielle qui utilise essentiellement de la chaleur, utiliser l'électricité, c'est pas forcément la solution la plus économique, ni même la plus simple. Et de toute manière, on a des sujets de disponibilité, hein, vous le savez. Si on regarde la chaleur industrielle dans le monde, c'est l'équivalent de 1,5 fois la consommation d'énergie primaire de la Chine. Donc, si on devait décarboner tout ça avec de l'électricité, sous réserve qu'on puisse modifier nos outils industriels, il faudrait multiplier notre parc nucléaire par 15 ou 20. Donc, on voit que on parlait je crois que c'est le dernier COP, on a parlé de x3 et déjà tout le monde a trouvé ça extrêmement ambitieux. Donc là c'est pour resituer les ordres de grandeur. Blue Capsule se situe sur la décarbonation locale des industries par l'apport de chaleur à haute température. Ici, si vous regardez le petit dessin que j'ai mis ici, on décarbone un site d'1 gigawatt thermique qui fait de la soude, et on a besoin de 6 capsules pour faire ça. Et on l'a mis dans un milieu très aride qui ressemble un peu à un désert, pour expliquer que finalement cette technologie-là permet de s'affranchir des problèmes de sources froides eau qui sont bien connus pour les réacteurs conventionnels. Alors un petit retour en arrière sur qui est à l'origine de Blue Capsule. Donc on est 3 cofondateurs. Donc votre serviteur, donc j'ai travaillé pendant 20 ans au CEA dans la conception, simulation, réalisation de systèmes nucléaires complexes. J'ai d'abord fait de la physique des réacteurs, donc un peu de R&D à Saclay en Ile-de-France, et puis j'ai basculé dans des grands projets industriels comme le réacteur Astrid où on était 500. C'était un projet d'1 milliard d'euros, et on avait beaucoup de partenaires industriels, Toshiba, Mitsubishi, Framatome, EDF évidemment. Et à la fin d'Astrid, donc j'ai basculé sur le réacteur Jules Horowitz en construction. J'étais responsable d'un projet d'une centaine de millions d'euros pour la réalisation de systèmes nucléaires qu'on va installer dans le réacteur Jules Horowitz, qui est un réacteur expérimental, qui va tester notamment des matériaux pour l'industrie et fournir des isotopes médicaux pour la médecine. Donc c'est fort de cette expérience-là que je me suis lancé dans Blue Capsule aux côtés de deux cofondateurs avec beaucoup d'expérience aussi. Alexei Lokov a fait sa carrière dans le nucléaire. Il a travaillé avec moi au CEA à ses débuts, puis à l'OCDE dans l'économie du nucléaire, à Rosatom et à Système. Et Alexis Burdeau, lui, c'est l'ingénieur non nucléaire de la bande, et qui nous fait partager son expérience dans la direction financière, notamment.
Alors l'équipe, donc Blue Capsule est basée sur deux sites, pas dans les Hauts-de-France pour l'instant, mais pour l'instant 2 sites de développement en France, un à Aix-en-Provence à proximité des grandes ingénieries et des grands chantiers du nucléaire, et à Saclay à proximité du pôle de Saclay avec des grandes capacités de simulation. Donc on est une dizaine, on espère être une vingtaine d'ici à la fin de l'année. Bon, la décarbonation, comme je sais plus, tu m'as dit que j'avais à peu près 15 minutes, c'est ça, 20 minutes Oui, c'est ça, oui, une quinzaine de minutes. Je vais vous épargner le passage sur la décarbonation parce que je pense que là, on est sur une audience sachante, mais les enjeux sont planétaires et aussi bien au niveau international qu'au niveau européen, on a bien pris la mesure de ce challenge. Et en Europe, c'est pas écrit ici, mais il y a une alliance industrielle pour les nouveaux nucléaires, les SMR qui vient de se lancer, qui va fédérer les acteurs du nouveau nucléaire en Europe. Donc un petit focus, là encore un sujet que vous connaissez bien, sur la chaleur industrielle. Donc j'en ai parlé rapidement en introduction. C'est environ 20% de la demande énergétique finale dans le monde, produite essentiellement à partir de chaleur fossile. Donc, quand on s'intéresse à la chaleur à haute température, c'est à peu près 10% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, c'est un très gros chantier que de s'atteler à tout ça. Un petit focus. L'industrie, ça représente 40% de la demande énergétique finale mondiale. Si on split ça en fonction des vecteurs, chaleur, matières premières, électricité, on voit que la chaleur, c'est plus de la moitié. Et dans cette plus de moitié de chaleur, ça a été dit avant, 75% sont fossiles. Donc, c'est là qu'on essaie d'apporter des solutions. Alors, vous allez le voir, un Blue Capsule, c'est une nouvelle technologie. Donc, on n'est pas dans les grandes chaussures des technologies historiques, même si vous allez voir, on s'en inspire beaucoup. Et donc, la question qu'on s'est posée pour la concevoir, c'est de quoi a besoin le marché. Donc, on a besoin d'une technologie extrêmement robuste qui permet une colocalisation sur des sites chimiques, industriels au sens large, mais chimiques, on l'a mis parce que toutes les agressions mutuelles sont à considérer. Hein. Donc voilà, tout le monde pense à ZDF, tout le monde pense à ces sites-là. Et pour nous, c'est le sujet central du nouveau nucléaire, de pouvoir avoir une démonstration, et je crois qu'on en parlera après, convaincante sur la sécurité, en résistant notamment aux agressions externes, qu'elles viennent du site industriel en question ou même d'autres acteurs encore moins désirés. Donc la puissance par unité, l'ordre de grandeur, c'est à centaines de mégawatts thermiques, hein, donc même si on peut monter à 150. Donc l'idée, c'était pas de faire du micronucléaire, c'était de faire des modules qui sont compatibles avec des grands pôles industriels, donc soit qui partagent leur unité de production de chaleur, soit qui consomment en entier. Donc là, par exemple, le site d'ammoniac que je présentais en introduction, il utilise 40 mégawatts d'électricité et 1 gigawatt de chaleur. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec quelques capsules, décarboner l'ensemble. On veut, c'est une nouvelle technologie, mais qui est pas disruptive, qui est pas en rupture. Donc on va lancer la tête de série en 2030. Un objectif, c'est 2028 pour l'instant. Et surtout, j'aurais peut-être dû le mettre en premier. On pense que on n'arrivera pas à imposer une technologie sans une grande compétitivité économique. Donc on a fait un design to cost. Donc vraiment, le coût de production doit être compétitif avec le prix du gaz décarboné. Donc, à savoir ce que ça veut dire décarboné, comment on le fait, c'est un grand sujet, mais on pourra en parler éventuellement. Donc, le problème pour le synthétiser, c'est comment développer un réacteur compact pour pouvoir le colocaliser à haute température, parce que c'est un secteur qui est difficilement accessible à l'électricité, avec une compétitivité favorable, et surtout sans compromettre la sûreté et sans avancées technologiques majeures. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, et on aime bien faire référence à quelqu'un qu'on aime bien, c'est Antonio Gaudi qui a cette phrase qu'on trouve pleine de sens. L'originalité consiste à revenir à l'origine. À l'origine de quoi? Donc c'est l'origine des premières solutions, donc leur simplicité. Et donc souvent c'est facile de concevoir un système, d'imaginer un système complètement nouveau qui répond à tous les problèmes. Par contre, souvent la solution revient à simplement réinventer ou réinterpréter les solutions les plus simples qui ont été mises en œuvre au début de l'aventure technologique du nucléaire en l'occurrence. Et quelles sont-elles? Donc pour Blue Capsule, aux États-Unis dans les années 50, il y a eu notre grand-père,
on peut dire. C'est Hallam NPP, c'est une centrale industrielle, hein, donc c'est pas un site expérimental, qui a existé dans le Nebraska en 1957 et qui était un réacteur à modéré au graphite, donc thermique, et refroidi au sodium à haute température. Donc, ce qui est dans les grandes lignes la physique de Blue Capsule. Donc, ça a existé. Il y a eu des infrastructures expérimentales avant ça. Il y a eu une expérience industrielle qui a pas bien fonctionné parce que bon, c'est toujours difficile de démarrer un nouveau projet. Et à cette époque-là, on prenait pas les précautions de maintenant pour dérisquer la technologie. Puis quand la politique s'en empare, on en parlera. C'est souvent pas pour des raisons économiques que les projets s'arrêtent. Donc on va s'inspirer de tout ça. L'autre inspiration, c'est le réacteur japonais HTTR, qui est un réacteur à haute température refroidi au gaz, dont on s'est inspiré. Et puis pour la technologie sodium, hein, donc on réutilise pas ce qui a été fait dans les années 50 puisqu'on a beaucoup progressé, mais on utilise plutôt ce qu'on a fait en France, puisque la France a été le leader mondial de la technologie des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Vous avez tous entendu parler de Superphénix, de Phénix, donc d'Astrid peut-être un peu moins, mais on a dépensé 1 milliard d'euros pour revigorer un tissu industriel autour de la technologie des réacteurs au sodium. On a consolidé la technologie, donc on va réutiliser tout ce REX-là pour Blue Capsule. Alors, on a été évalué parmi plein d'autres par la NEA, qui est une branche de l'OCDE qui s'intéresse notamment au nouveau nucléaire. Donc, vous voyez, vous le saviez peut-être, on n'est pas les seuls sur le marché du nouveau nucléaire, il y en a plein. Donc, Blue Capsule, ils n'ont pas trouvé de catégorie pour nous positionner, alors on a trouvé ça intéressant. Et donc, ça étaye vraiment le fait qu'on est à la fois innovant, mais en même temps, comme j'ai dit avant, on réutilise beaucoup de choses qui existent. Donc, on est un acteur singulier dans le paysage. Alors, notre solution, un peu plus en détail, donc c'est un petit réacteur modulaire pour nos industries chimiques et pas que chimiques, hein, nos industries au sens large. Notre vecteur de base, c'est de l'air chaud à haute température, donc jusqu'à 700 degrés, et de la vapeur et de l'électricité. Donc on a un flux d'air qui est non nucléaire, donc à partir de là, on adapte le besoin du client à la vapeur jusqu'à 650 degrés et à l'électricité jusqu'à 50 mégawatts, j'en parlerai. Donc on a regardé dans quelle mesure c'était pertinent et on trouve que c'est pertinent d'installer cette infrastructure en souterrain, mais c'est pas une obligation. En tout cas, ça aide à pas mal de problématiques liées à la protection physique notamment. Alors ça, j'ai déjà dit, le temps de construction, donc pas pour la première unité évidemment, mais l'unité marginale devrait être construite en moins de 3 ans. On fonctionne à l'uranium enrichi, c'est notre solution de référence, donc c'est quelque chose de bien connu et bien accessible sur le marché pour la version à 5%. La version 1975, hein, bon, c'est la version 2 qui sera là quand le marché de l'uranium hautement enrichi sera plus dynamique. Et on peut également, donc les réacteurs à haute température ont été testés par les Américains pour utiliser le plutonium des réacteurs à eau. Et là, on a montré que c'était très performant pour utiliser ce plutonium-là, donc faire du recyclage. Donc, contrairement aux réacteurs à haute température classiques, on n'a pas d'équipement pressurisé, donc on n'est pas soumis aux directives des équipements sous pression. Et puis, je l'ai dit, on n'a pas besoin d'eau pour notre refroidissement, on est directement refroidi à l'air. Si vous regardez le petit réacteur qui est ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, en tout cas, j'essaie de vous montrer donc les petits bouteillons bleus qui sont au-dessus. Ce sont des échangeurs sodium-air qui permettent directement d'extraire l'air du réacteur et l'utiliser pour l'application industrielle. Bon, je passe un petit peu là-dessus, là c'est un petit peu du commercial, je passe un petit peu là-dessus. J'insiste quand même sur le niveau de sûreté et de sécurité. Donc le mode de refroidissement, hein, l'air il y en a partout, donc on pense que ça contribue fortement à la capacité de gestion incidentelle notamment, et son positionnement dans des environnements arides, pardon. On a un peu cette vision d'oasis énergétique, hein, comme on le voit pour l'eau. Donc, faut imaginer un endroit où il n'y a pas de ressources d'énergie. On peut installer une capsule asymptotiquement dans le désert et puis créer de l'activité économique autour. C'est notre vision.
Le business model, alors, je pense qu'il va bouger au cours de la vie du projet, mais notre vision initiale, c'est d'abord d'être vendeur de technologie, d'être vendeur de services projets, évidemment, pour nos clients. Sur l'aspect exploitation, donc on sera exploitant des premières unités, ça c'est sûr. Ensuite, comme sur toutes les grandes flottes d'objets, hein, donc Airbus, c'est Air France, hein, Air France exploite, Airbus conçoit et réalise. Donc on pense que c'est c'est une vision qui est possible asymptotiquement, mais qui semble pas optimale d'un point de vue organisation industrielle. Donc on aura la capacité d'exploiter, hein, ça c'est sûr, nos premières unités. Peut-être que le business sera tel qu'on le fera, mais notre business de base, c'est l'assistance à l'exploitation avec un exploitant nucléaire dédié sur chaque site qui vendra de l'énergie à un industriel utilisateur. Les produits, alors ça c'est des produits, voilà, c'est les usages qu'on a déjà regardés, mais évidemment il y en a autant que d'utilisateurs, donc faut pas imaginer qu'on est restreint à tout ça. Donc l'air chaud nous permet de produire l'hydrogène, d'incinérer des déchets industriels par pyrolyse. On a plusieurs partenariats industriels sur le sujet, de faire la capture de CO2 et production de carburant de synthèse. Donc, on a discuté avec Energo, que vous connaissez bien, je pense, dans les Hauts-de-France, qui fait ça. L'hydrogène par voie de vaporéformage du méthane, qui est assez classique, mais qui utilise beaucoup de chaleur. À peu près 50% de son émission de CO2, c'est la chaleur. Hein. Et donc, on peut améliorer ce procédé-là. Et que j'en ai parlé, la production de soude et d'ammoniac pour les carburants maritimes, les engrais. L'électricité, c'est classique. L'oasis énergétique, j'en ai parlé. Et enfin, la climatisation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir fournir directement du froid pour les data centers, directement du froid. Hein, j'ai pas dit de l'électricité, et aussi de l'électricité. Donc, on a cette possibilité de faire du froid directement et de fournir de l'électricité pour alimenter les réseaux. Donc, pour nous, cette aventure nouveau nucléaire et surtout ces nouveaux usages, c'est un win-win hein, pour les sociétés, gouvernements, industriels et investisseurs. Donc, ça permet de remplacer un marché colossal par des énergies propres, au sens bas carbone, contribuer à la souveraineté énergétique, parce que l'uranium, ça se stocke très facilement, même si on ne le produit pas nécessairement sur site, dans les pays concernés. Maintenir la compétitivité de nos industries, donc ça nous ramène au prix. Hein, donc on peut pas dire on fait du nucléaire, mais on ferme les yeux sur le prix, c'est pas possible. Donc il faut maintenir nos emplois associés à tout ça. Le marché total, j'en ai parlé. Donc le marché européen, c'est déjà uniquement 1000 capsules juste en Europe, potentiellement, donc en recensant les sites consommateurs. Évidemment, si on se projette sur le marché mondial, les chiffres sont encore plus grands. Donc, on a quelques marchés, voilà. Donc, le marché de la chaleur, il commence à 200 degrés, il s'arrête à 1600 degrés pour l'acier et verre, papier à basse température. On a toute une gamme de procédés. Donc, on propose d'aller jusqu'à 700 degrés en direct et ensuite de préchauffer les autres procédés. Et comme on étudie le couplage avec la production d'hydrogène, on peut produire l'hydrogène sur place et puis complémenter la montée en température avec le vecteur hydrogène si c'est pertinent. Bon, la concurrence en France, je ne vais pas trop parler de concurrence ici j'ai deux collègues de concurrents avec nous, mais on a essayé de faire ce travail de comparer les différentes technologies. Vous aurez, je suppose, les slides. Donc, on pense que Blue Capsule, c'est un bon compromis. Évidemment, c'est plus facile de se noter soi-même, hein, mais on a essayé de faire ça en bonne intelligence. Notre concurrent, je dirais, le plus crédible et je dirais le plus mature technologiquement, c'est les réacteurs haute température en froid biogaz comme GMI, comme X-Energy, comme USNC, qui ont aussi de bonnes maturités techniques, hein, qui sont très bons pour la production de chaleur, qui ont des ratios en général sûreté compacité qui sont moins bons que Blue Capsule, hein, puisque Blue Capsule est beaucoup plus compact, il n'utilise pas de pompe et globalement est un système plus simple et à concevoir et sans doute à exploiter. Le temps de déploiement est aussi un gros sujet, donc on n'utilise pas de gros forgets nucléaires de qualité nucléaire. Donc on n'est pas en concurrence avec le nucléaire électrogène qui lui va utiliser beaucoup de ces ressources-là. Donc on pense qu'on peut se déployer dans tous les pays qui savent faire du mécano soudé, c'est-à-dire même l'essentiel des pays dans le monde.
Et la résistance aux agressions, ça a vraiment été notre angle d'attaque et on a des bons arguments pour ça. C'est presque la fin, donc la feuille de route. Notre prochaine étape majeure. Pardon, j'ai un écho. C'est le début de la construction de notre prototype non nucléaire en 2026. Le prototype non nucléaire, hein, c'est l'avantage des SMR, c'est qu'on peut construire quasiment l'installation finale sans le nucléaire à l'intérieur, de telle sorte à la fois créer la supply chain, donc toute l'infrastructure industrielle autour qu'on va réutiliser pour la partie nucléaire, et puis également former les opérateurs, voilà, finir de tester l'ensemble des solutions techniques de manutention notamment et de maintenance. Avant ça, on a une preuve de concept qui est un petit module que je présenterai après. Et donc, on est aidé, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, par la BPI France via l'appel à projet France 2030. On pense que notre tête de série nucléaire, on pourra démarrer sa construction en 2028. Le calendrier ici n'est pas du tout un calendrier commercial, hein, c'est un vrai calendrier qu'on a construit à partir du REX des Chinois sur la construction de leur premier HTR. Donc, ils ont mis 7 ans, hein, les Chinois, avec leur tissu industriel très performant pour faire des premiers HTR. Donc, on pense que si on est aussi bon que les Chinois, ce sera déjà bien. Donc, sur la tête de série, on vise un calendrier, je dirais, réaliste. Je propose que tu termines, Edouard, et comme ça, on laissera peut-être un peu de temps aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Voilà, j'ai fini. Ok. Je vais dire la slide. Bien, merci. Alors, on a une première question. Comment seront sélectionnés vos fournisseurs et sous-traitants suivant les zones géographiques? Est-ce que ce sera suivant les zones géographiques de vos propres clients? C'est une question. En gros, est-ce qu'on localisera les fournisseurs en fonction des clients? Ouais. Je pense que si on venait en France, ça dépend à quelle échelle on se place. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a certains composants stratégiques qu'on va faire sans doute en France. Et ensuite, pour l'essentiel, c'est-à-dire 95% de la masse du réacteur, ça pourra être fait très localement. Hein. Donc, on prendra des usineurs, je dirais même non nucléaires, qu'on essaiera de former, parce je ne l'ai pas dit, mais on a des exigences qui sont très en dessous de celles des REP en termes d'exigences de réalisation. Voilà. Donc, je pourrais développer. Ok. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, donc je pense qu'on pourra passer à la suite. Merci beaucoup, Edouard. Si jamais il y a d'autres questions, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Je serai en mouvement pour la suite de la... Oui. Très bien. On y répondra peut-être par le chat. Voilà. J'avance un peu parce qu'il y avait encore pas mal de slides. Hop. Très bien, merci. Je laisse la main à Louis et à Maxime pour présenter Naria. Oui. Merci. À vous. Et merci Grégory, merci à tous pour votre connexion, intérêt. Alors je vais prendre 7 minutes pour présenter Naria, alors plutôt l'approche générale, et je laisserai la parole à Maxime pour présenter plutôt les outputs et ce qu'on peut proposer dans le cadre de notre futur déploiement. De même que Edouard Orcade, je vais pas passer beaucoup de temps sur le diagnostic, qui est que l'énergie est un des principaux vecteurs de gaz à effet de serre, enfin, des principales causes de gaz à effet de serre dans le monde, mais peut-être passer un peu de temps sur la partie genèse du projet. Donc le cofondateur principal, Jean-Luc Alexandre, il était en 2015 un industriel au sein d'une grande entreprise de l'eau, et il était en charge de la construction de grandes usines de traitement ou de dessalement d'eau de mer, et il a fait le diagnostic suivant qui rejoint un concept qui est le trilemme énergétique. C'est que l'énergie est la principale contrainte pour un grand nombre d'industries, du point de vue premièrement compétitivité, parce que ce sont souvent des coûts non négligeables, durabilité pour effectuer la transition énergétique, et sur la sécurité d'approvisionnement.
Donc, reprenant ce concept de trilemme énergétique, il a voulu mettre, ils ont avec le cofondateur, l'autre cofondateur Ivan Gavrilov, ils ont voulu mettre au point une solution qui réponde à ce trilemme. Pour cela, donc, des choix technologiques qui ont été faits à la fin des années 2010 et qui sont aujourd'hui assez similaires. Donc, 3 choix qu'on va répartir en 3 piliers. Alors là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite. Le premier pilier, c'est la partie choix technologique en eux-mêmes. On a fait le choix de développer un réacteur à neutrons rapides. Un réacteur à sel fondu, donc une technologie qui a connu ses prototypes dans les années 50 aux États-Unis, qui a depuis été repris dans de nombreux pays avec une dizaine de projets aujourd'hui dans le monde. Le choix des sels fondus était principalement le choix pour la sécurité passive, pour son profil de sûreté, parce que combustible liquide et d'autres critères de ce type. Ce réacteur à sel fondu, on a décidé, pour des raisons d'acceptabilité sociétale, de choisir des neutrons rapides, c'est-à-dire de ne pas mettre de modérateur et de partir sur une solution qui permet de réutiliser le combustible nucléaire usagé du parc actuel. Et enfin, et plutôt contrairement à Blue Capsule Blue Capsule, pardon, surtout, on a fait le choix du micronucléaire, donc un microgénérateur dont la brique nucléaire, donc l'îlot nucléaire, doit rentrer dans un conteneur de 40 pieds pour permettre une faible empreinte au sol, mais aussi une industrialisation, et on va y arriver. Tout cela, ça nous permet de proposer un réacteur qui génère 80 MW thermiques et une fois transformé en électricité, pour une partie d'entre elles, 35 MW électriques. Compte tenu de ces choix technologiques, on n'a pas besoin d'eau, notamment pour la partie, on a besoin d'eau parce que c'est un petit réacteur et on est à pression presque atmosphérique. Ces choix technologiques permettent le deuxième pilier de ce qu'est Narea, c'est une approche industrielle. Donc, on a l'ambition de construire des usines qui centraliseront la conception et la fabrication du combustible et des réacteurs et qui ouvriront la porte à un certain nombre d'avantages, notamment le fait d'avoir une certaine flexibilité sur la montée en puissance, mais aussi pour des questions de coût. Et enfin, et de mon point de vue, c'est peut-être la partie la plus innovante vis-à-vis du nucléaire plus conventionnel, c'est le business model. On ne vend pas le réacteur et on ne vend pas les calories et l'électricité en tant que telle non plus, puisqu'on a un business model qui repose sur la vente d'un service à long terme basé sur une bande énergétique qu'on alloue à un client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client va choisir une bande énergétique sur laquelle il pourra jouir d'un certain nombre d'outputs énergétiques que Maxime va décrire un peu après. Ça nous permet, ce contrat à long terme, d'offrir une visibilité et une lisibilité sur les prix aux clients, de même que d'être moins sensible à l'évolution des prix sur les marchés. Sur le calendrier, alors on admet sans problème avoir un calendrier ambitieux, mais qu'on a quand même voulu réaliste et surtout drivé par l'urgence, alors par l'urgence énergétique et climatique, pour être au plus tôt sur les marchés que nous visons afin de favoriser la transition énergétique et notamment des industries. Et pour des questions de concurrence, parce que malheureusement la France est partie un peu plus tard que d'autres puissances nucléaires, et on a du retard à rattraper, et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un écosystème existant avec un REX qui nous permet aussi d'afficher des échéances ambitieuses. Pardon, je reviens. Sur les grandes étapes, donc il y avait la première qui est en 2023, c'était la mise au point d'un jumeau digital qu'on a établi en partenariat avec Assystem et Dassault Systèmes, qui nous met à disposition sa suite. C'était la première fois qu'on a chaîné de manière multiphysique l'ensemble des contraintes liées à notre réacteur, donc à la fois thermodynamique et mécanique, mais aussi neutronique. Et ça nous permet d'espérer aller plus vite sur les prochaines phases de conception et
discussion avec les autorités de sûreté et de sécurité. La prochaine grande étape est le prototype chaud. Alors, il y aura un prototype froid avant, mais on va se concentrer sur le prototype chaud, donc qui contiendra des matières nucléaires et une réaction de fission, qu'on veut mettre en opération d'ici fin 2027-2028, pour ensuite aller vers la troisième étape, qui est le lancement des pré-séries et des séries, donc commerciales, sur lesquelles on sera exploitant. Sur l'écosystème, donc, on a conclu des partenariats avec un certain nombre de grands groupes nucléaires français, notamment, donc certains dans le cadre de France 2030 et d'autres dans le cadre de partenariats bilatéraux, d'Assosystème, Assystem notamment, ou le CNRS, avec qui nous avons des projets en commun pour améliorer la recherche fondamentale et appliquée. Voilà, je te laisse Maxime prendre le micro et le... Bonjour à tous. Oui, alors je vais vous présenter justement sur cette planche l'état des lieux et où on en est aujourd'hui dans ce calendrier que Louis vient de vous présenter. Alors les principaux jalons, je vais pas y revenir, hein, ils ont été présentés précédemment avec le jumeau numérique mi-2023, conformément à la feuille de route que Naréa s'était imposée en 2021, le prototype et le first of a kind en 2029. En termes d'effectifs, donc aujourd'hui on est un peu plus de 220 ETP ici sur le site de Nanterre. Alors ça évolue assez vite, hein, c'est en croissance relativement rapide, ça change de semaine en semaine, mais en tout cas voilà, les effectifs à date sont ceux-là. On a un certain nombre de tests en laboratoire qui sont menés aussi bien sur la partie réacteur que sur la partie combustible. Un grand nombre également d'accords de recherche qui ont été signés en France et en Europe avec des partenaires, et une vingtaine d'études de faisabilité qui ont été lancées avec des prospects dans différents domaines. Alors là, on en a cité quelques-uns, l'industrie du verre, les data centers, l'automobile, mais c'est bien, c'est même encore plus varié que ça. En termes de capital, donc la levée de fonds initiale a eu lieu en 2021 à hauteur de 50 millions d'euros. Alors série A, série B, alors pour les non initiés, en fait, c'est des levées de fonds qui correspondent à différents stades de maturité d'une startup. Et là, on a démarré cette année la série A. Et enfin, un point important également, le support du gouvernement français. Donc dans le cadre du programme France 2030, Naréa a été lauréat dans la catégorie réacteurs innovants à hauteur de 10 millions d'euros. Donc c'est sur la première phase. Et également, Naréa est estampillé French Tech 2030. Alors sur la slide suivante. Ouais, alors on est en PDF, du coup ça va être voilà, je vais essayer de faire court et pédagogue. L'idée c'est que le parti pris de Naréa, c'est de dire qu'il fallait penser système. Donc là on parle principalement système électrique, mais il y a également la notion de chaleur qui apparaît. Je vais y venir. Alors la plupart d'entre vous êtes sans doute familiers avec ça, donc je vais aller assez vite, mais l'idée c'est que quand on pense système électrique et réseau, on a des moyens de production centralisés, non intermittents, qui se trouvent dans la partie supérieure, dans le bandeau supérieur. On a également dans la colonne de droite des moyens de production qui sont intermittents, qui peuvent être centralisés ou décentralisés. Et toute l'électricité qui est produite par ces différents moyens de production est acheminée dans un premier temps sur le réseau de transport, qui est géré en France par RTE, et dans un second temps sur le réseau de distribution, qui est très majoritairement géré par Enedis en France, et tout ça alimentant in fine les consommateurs. Alors, c'est un schéma qui est un peu réducteur, hein, mais comme tout schéma, parce qu'évidemment des industriels de taille significative sont directement raccordés au réseau de transport, mais voilà, en tout cas la philosophie est celle-ci. Alors, on a de la chance en France, c'est qu'il y a un réseau de transport et distribution de bonne qualité. Pour autant, avec l'augmentation des besoins électriques qu'on anticipe à relativement court terme et qui va conduire à une augmentation des moyens de production centralisés d'une part, mais également une hausse des renouvelables, on considère que cette évolution va pourrait être amenée à fragiliser les réseaux. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu que récemment, RTE a communiqué sur des investissements sur le réseau de transport qui sont relativement importants, hein, qui sont de l'ordre de 100 milliards d'euros sur les 10 à 15 ans à venir, pour renforcer justement ces réseaux-là dans ce contexte-là. Alors la solution Naréa, la solution qu'on a imaginée, c'est une solution donc qui est non intermittente et au plus proche des consommateurs.
et qui répond du coup à nos yeux à 4 objectifs. Le premier, voilà, ils apparaissent tous en même temps, mais c'est pas grave. Le premier, c'est de soulager justement ces réseaux électriques. Le deuxième, c'est de décarboner l'industrie, notamment via les réseaux de chaleur. C'est un des avantages majeurs de pouvoir être installé à proximité des consommateurs, c'est que la chaleur, je vais y revenir sur les slides suivantes, mais la chaleur peut être utilisée localement pour décarboner les usages industriels. Troisième point, c'est compenser l'intermittence des renouvelables par le nucléaire pilotable, ce que notre taille permet. Et le dernier point, qui est primordial également, c'est, alors on a appelé ça rendre le nucléaire conventionnel sustainable, durable en quelque sorte. L'idée, donc c'est ce qui a été développé par Louis précédemment, c'est ce que permet notamment la technologie des neutrons rapides, qui utilise comme combustible le combustible usagé des réacteurs conventionnels et qui permet de fermer la boucle du nucléaire. Alors, partant de là, que permet le microgénérateur de Narea? Alors, en premier lieu, il permet de produire donc de la chaleur. Donc, c'est le premier bloc en haut à gauche, à une température maximale de 650 degrés. Il permet également, alors on a mis and or, je vais vous expliquer pourquoi, la production d'électricité jusqu'à 35 MW électriques. L'idée étant que la chaleur qui serait éventuellement utilisée à haute température et sur le site de l'industriel, tout ce qui serait ponctionné en termes de chaleur haute température ne pourra pas être utilisé pour générer l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite subtilité et on a mis et ou. Le troisième point important, c'est l'utilisation de la chaleur fatale. Alors, comme toute turbine, et c'est le cas dans les EPR évidemment également, la production de mégawatts électriques produit, de manière simultanée, concomitante, produit une grande quantité de chaleur. L'idée ici, c'est de récupérer cette chaleur qu'on appelle fatale, qui est de la chaleur à 100 degrés, et qui peut être valorisée pour différents usages. La chaleur à 100 degrés, ça permet de faire de l'eau chaude sanitaire, du chauffage, également des process industriels pour certains types d'industries. Donc on a vraiment ces 3 niveaux livrables, la chaleur jusqu'à 650 degrés, de l'électricité et de la chaleur dite basse température à 100 degrés. Sur la partie droite du slide, on vous propose en fait différents scénarios, alors qui sont bien évidemment pas exhaustifs, mais qui permettent de donner une bonne idée de ce qu'on peut faire et des usages qu'on peut tirer du microgénérateur Narea. On pourrait très bien imaginer un cas d'usage où l'industriel ne consommerait que de la chaleur haute température. Donc la quasi-totalité, modulo la consommation dont on a besoin pour faire tourner notre réacteur, donc c'est pour ça qu'on a fait figurer 75 MW thermiques, serait donc en totalité utilisée pour des besoins de chaleur haute température. Un deuxième scénario pourrait être un scénario mixte entre l'utilisation de chaleur moyenne température, par exemple ici 190 degrés, donc c'est un cas auquel on a été confronté, qu'on a étudié. Donc une certaine quantité de chaleur moyenne température, de l'électricité à hauteur de 19 MW électriques et dans la dernière case en bas, la chaleur dite fatale en basse température à 100 degrés. Et troisième cas de figure, si on souhaite privilégier la production d'électricité, la production maximum serait de 35 MW électriques et avec là aussi la chaleur fatale, bien évidemment, qui pourrait être utilisée à hauteur de 43 MW thermiques de chaleur à 100 degrés. Donc ces 3 cas qui permettent d'illustrer un peu les différents usages qu'on peut tirer du générateur. En termes de business model, alors Louis l'a évoqué tout à l'heure. Donc on est en fait sur un contrat de base qui pourrait s'étaler sur une période variable entre 10 et 30 ans, indexé de manière assez classique avec des formules de révision qui tiendraient compte par exemple de l'inflation, donc des choses très très standards, sur le modèle d'un PPA par exemple à prix fixe. Voilà, donc ça permet d'apporter une vraie visibilité à l'industriel qui saurait très précisément, modulo cette formule de révision, combien il aurait à payer sur la durée du contrat de manière annuelle. Un point important à avoir à l'esprit également, c'est la variabilité en fait du réacteur.
Je vous ai parlé tout à l'heure d'électricité et de chaleur. Les proportions relatives d'électricité et de chaleur, qu'elles soient basse température, haute température ou moyenne, sont variables dans le temps. Alors, pas en temps réel, mais quasiment. Et donc, avec tous ces inputs, la valorisation, le coût du contrat serait fonction de deux éléments d'entrée. D'une part, la durée du contrat, donc par palier, par tranche de 5, hein, on vous a illustré ça, 10, 15, 20, 25, 30. Et en ordonnée de ce tableau, vous avez la taille de la bande thermique qui serait mise à disposition du client, là aussi par palier de 20, 40, 60, 80, mais c'est pas complètement figé, c'est-à-dire que si les besoins d'industriels sont plus élevés que ça, il y a évidemment la possibilité d'installer une deuxième box à côté pour avoir des bandes thermiques qui soient plus importantes et plus élevées. Et donc la conjonction de ces deux paramètres, d'une part la durée du contrat et d'autre part la taille du bandeau thermique mis à disposition, détermineront le coût annuel du contrat auquel l'industriel aurait à s'acquitter. Voilà, je crois qu'on a terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci Louis et Maxime. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. On avait une question, mais qui concernait plutôt Blue Capsule, et puis vous y avez en partie répondu en fait. La question, c'est que faites-vous des déchets? Donc, je réponds. Je vois qu'Edouard est plus connecté, je pourrais répondre en son nom, mais l'idée de Blue Capsule, c'est d'utiliser les filières conventionnelles aujourd'hui de gestion alors, on ne parle pas de déchets, on parle de combustible usagé. Et puis il y a une autre question sur la partie acceptabilité de la dissémination des réacteurs, mais je propose qu'on y revienne peut-être après l'intervention de Mathilde et peut-être de manière un peu plus large aussi. Donc on a quand même des questions. Par la question de l'acceptabilité sociétale, alors effectivement c'est un sujet, tout le monde pourra y revenir dessus. Nous on estime, alors on a plusieurs approches et stratégies, mais on estime que on se doit de prouver que les bénéfices sont largement supérieurs aux coûts perçus du déploiement d'un réacteur à proximité des personnes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui donc avec nos études de faisabilité, en montrant que l'installation de réacteurs, ça permet d'apporter de l'énergie, de la compétitivité au territoire, de l'emploi, maintenir de l'emploi, etc. Voilà, c'est un des partis pris qu'on a adopté. Niveau TRL, alors évidemment ça va dépendre de la brique technologique, parce que on va récupérer des prix qu'on en conçoit. Je saurais pas dire aujourd'hui quel est le TRL exact si on prend le projet dans sa globalité. Je le situerai autour de 4 ou 5, mais à vérifier. Naria ne produit pas de déchets. Alors si on en produit, d'un point de vue combustible et purement combustible, de toute façon, la fission nucléaire va produire des produits de fission. Cela étant, on réduit fortement la partie qui est liée aux actines mineures qui sont propres aux réacteurs à neutrons lents. Donc les produits de fission sont dans tous les cas produits, mais leur durée de vie radioactive, avant radioactivité à la radioactivité naturelle, est bien plus courte et plus facilement gérable. Alors l'ASN a communiqué sur le fait qu'elle avait entrepris une phase de concertation avec différentes startups. Donc nous y sommes dedans et on va commencer une phase de pré-licensing, comme elle a dit, courant 2024. Sur les prix, alors comme on l'a dit, le prix n'est pas au LCOE ou LCOH, c'est plutôt un prix d'ensemble, et on prend le parti de ne pas communiquer publiquement dessus à ce stade. Y a-t-il une réglementation officielle concernant la mise en place des réacteurs? Oui. Bon. Et je passe la parole. Ouais, je propose qu'on passe la main à Mathilde. Merci Louis et Maxime pour vos interventions. Je ne sais même pas pourquoi vous ne m'entendez pas si tout le monde m'entend, mais voilà, essayez de résoudre ça le temps de l'intervention de Mathilde. Merci à Mathilde, je laisse la main. Merci beaucoup Grégory, et merci à Pôle Énergie pour l'organisation du webinaire. Il me semble que j'avais déjà participé à
à une présentation des adhérents Pôle Énergie il y a bientôt 2 ans maintenant. Et donc, on était à ce moment-là au tout début à la fois de l'aventure des SMR en France et à la fois aussi de la collaboration Pôle Énergie de Jimmy. Donc, ravie d'être de retour aujourd'hui. Alors, en effet, l'objectif est de vous présenter Jimmy assez rapidement et je pense que c'est intéressant qu'on ait ensuite un temps de parole avec aussi Naria et Blue Capsule si Edouard est encore là. Donc, alors, oui, pardon, c'est pas forcément... je vais me débrouiller avec cette présentation-là parce que je pense que j'ai fait une petite erreur dans ce que j'ai envoyé. Mais l'idée est plutôt de présenter Jimmy le générateur thermique Jimmy dans un premier temps et puis ensuite de vous présenter l'entreprise. Donc, quand on regarde en effet l'objet développé par Jimmy, on appelle ça un générateur thermique. C'est un bâtiment qu'on vient implanter sur un site industriel qui a l'aspect d'un bâtiment en béton qui fait environ 20 mètres par 20 mètres par 20 mètres, donc la taille d'un petit immeuble. Et ce bâtiment, on l'installe donc à côté d'un site industriel et il est composé à l'intérieur d'un micro-réacteur nucléaire puis de tout un système d'échange thermique. Ce micro-réacteur nucléaire va produire de la chaleur à une température qui peut aller jusqu'à 450 degrés lorsqu'on fournit à l'industriel, grâce à une technologie éprouvée qui s'appelle le HTR, pour donc High Temperature Reactor. On a ensuite un système d'échange thermique assez simple avec un circuit primaire pressurisé à l'hélium, un échangeur hélium-CO2, un circuit secondaire pressurisé au CO2. Et à ce moment-là, on arrive dans ce que vous voyez sur la droite de l'image qui est l'échangeur secondaire, c'est-à-dire l'endroit où on fait le lien entre le circuit secondaire de Jimmy au CO2 et le circuit de notre client industriel. Tout est standard, sauf cet échangeur secondaire, ce qui nous permet de nous adapter à en fait un tas d'usages pour de la chaleur industrielle jusqu'à 450 degrés. Typiquement, on a un premier client qui a besoin de vapeur, et donc dans ce cas-là, on a un échangeur en fait CO2-eau dans lequel le client nous envoie sa boucle d'eau froide qu'on vient réchauffer grâce à notre CO2 et qui renvoie de la vapeur. Mais on peut aussi imaginer, et d'ailleurs on a plusieurs études de faisabilité en cours sur des cas d'usage de ce type, on peut aussi imaginer évidemment réchauffer d'autres fluides comme de l'huile thermique pour certains process industriels ou comme de l'air ou d'autres gaz pour des process de séchage. L'installation globale sur le site industriel nécessite une emprise au sol d'environ 1500 m², donc c'est relativement faible. Vous avez principalement ce gros réacteur qu'on appelle le générateur, l'échangeur secondaire qui est à côté, et ensuite il n'y a pas besoin d'autres bâtiments puisque tout est télésurveillé, vous avez juste une clôture et de l'espace disponible pour qu'on puisse faire de la manutention et des manœuvres autour du bâtiment. Alors, oui, pardon, je suis toujours en train de découvrir la présentation puisque je me suis trompée dans ce que j'ai envoyé à Pôle Énergie. Mais donc, cette slide reprend simplement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous avez bien le réacteur qui produit de la chaleur, un circuit primaire à l'hélium avec une pompe et un échangeur, un circuit secondaire au CO2 avec également une pompe et un échangeur. Sur les caractéristiques de la chaleur fournie, donc, on a un système qui a une puissance de 20 MW thermique et qui est conçu pour fonctionner pendant 20 ans avec une recharge de combustible au milieu. Ce qui veut dire en fait qu'en termes d'opération sur le site industriel, c'est quelque chose qui s'intègre très bien, qui prend peu de place et qui ne va pas nécessiter des allers-retours de camions, de chargement, de déchargement, de maintenance. C'est quelque chose d'assez invisible ou indolore sur les opérations du site industriel. On a une température max, donc autour de 450 degrés. Et l'objectif en termes de disponibilité et d'utilisation, c'est d'arriver à un taux de fonctionnement d'environ 90 à 95% et avec un fonctionnement 24/7 toute l'année. C'est-à-dire qu'on vient vraiment adresser des usages de ruban ou de talons chez les clients industriels qui gardent ensuite par-dessus des solutions pour compléter et pour aller adresser les variations de chaleur ou les pointes. Les variations de consommation et les pointes. Donc, on s'adresse vraiment plutôt à des sites de taille moyenne ou grosse, puisqu'il faut des sites qui consomment en permanence ces 20 MW thermiques. Il n'y a donc pas de pilotabilité, comme je le disais, et donc le raccordement process se fait assez simplement par un échangeur secondaire. Si on regarde la partie droite sur le schéma opérationnel, donc l'idée c'est vraiment de proposer une offre à nos clients qui soit clé en main, dans laquelle Jimmy s'occupe donc installe le réacteur à l'intérieur du site industriel et à ce moment-là, on est responsable évidemment de la conception, du licensing et de la construction du réacteur. Et ensuite, on en est l'exploitant, c'est-à-dire qu'on assure la mise en service
on exploite le réacteur, on le maintient, on s'occupe des recherches de combustible et évidemment, on s'occupe à la fin du démantèlement pour rendre ensuite à notre client le terrain à l'état initial. En termes réglementaires, on se situe, tout comme Naria et Blue Capsule, dans le cadre réglementaire des INB, donc installations nucléaires de base. Donc, ce n'est pas une ICPE, c'est un régime qui est aussi dans le Code de l'environnement, mais qui est un peu différent, et qui donc est supervisé à la fois par le ministère de la Transition énergétique et à la fois par l'Autorité de sûreté nucléaire, mandatée par ce ministère. Dernier point intéressant sur la partie schéma opérationnel, on a un système qui est télésurveillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'opérateur sur place, tout est surveillé à distance, et en revanche, on a quelque chose qui est totalement robuste, évidemment, en termes de cybersécurité et en termes de maîtrise de l'installation, puisqu'en fait, il y a en réalité très peu d'opérations qu'on peut réaliser à distance. L'industriel peut demander l'arrêt ou le redémarrage du réacteur, et Jimmy surveille tout ça à distance. Comme on n'a pas de pilotabilité, on n'a pas besoin de pouvoir effectuer à distance des actions sur le réacteur. Tout ça est géré de manière analogique en interne. Si on passe donc sur la proposition qu'on fait à nos clients, en fait l'idée, et ça revient sur ce que disait Édouard Ourcade de Blue Capsule, c'est que décarboner l'énergie, décarboner la chaleur industrielle, c'est très beau comme objectif. Et d'ailleurs, c'est plus que beau, c'est devenu pour certains un objectif légal. Mais en revanche, si on n'a pas quelque chose de compétitif, nous, notre conviction, c'est que personne ne va y aller. Et donc, l'idée depuis le début de Jimmy, c'est de dire, on fait quelque chose qui décarbone la chaleur, oui, mais surtout quelque chose qui est compétitif pour les industriels, pour enfin avoir une solution qui aligne les objectifs écologiques et les objectifs financiers des industriels. Et donc, on fait ça avec une offre de chaleur qui consiste à un contrat de vente de chaleur sur 20 ans, en take-or-pay, donc avec des engagements de volume livré du côté de Jimmy et des engagements de volume enlevés et payés du côté de l'industriel, et dans lequel Jimmy s'occupe, encore une fois, de tout. L'avantage, donc, c'est pour l'industriel, c'est que, on a une solution décarbonée qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de décarbonation. 2, il y a évidemment une grande visibilité sur les prix, puisqu'en fait, la plupart des coûts qui déterminent la chaleur sont mis au début de l'installation. Donc, il n'y a pas du tout de variabilité comme ce qu'on peut avoir avec le gaz naturel, par exemple. On va avoir des cours qui dépendent d'un marché. Et il y a donc de la visibilité sur les prix et de la sécurité aussi d'approvisionnement pendant 10 à 20 ans. L'objectif est encore une fois d'augmenter la compétitivité. Et par ailleurs, on protège la trésorerie de l'industriel puisque tout l'investissement est porté par Jimmy ou par de la dette ou des investisseurs tiers. Et donc, pour l'industriel, en termes de coûts, en fait, il n'y a pas d'investissement initial. Il y a simplement le fait de s'engager à acheter de la chaleur moins chère qu'avant pendant 20 ans. Alors, évidemment, et ça répondra, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a des questions qui ont été posées là-dessus, mais on adresse dès le début les différentes attentes des clients industriels, donc la sûreté, la gestion des déchets, la maîtrise des coûts et des délais et l'acceptabilité. Et donc, l'objectif est de mettre en service ce premier réacteur en 2026 chez un premier client qu'on a déjà confirmé. Si je reviens sur Jimmy, donc on est une société qui a été créée en 2020. Alors, je suis vraiment désolée parce que cette slide est très vieille et n'est pas très belle, mais disons que l'essentiel y est. Donc, on est une société qui a été créée en 2020. On est basé à Paris, à côté de la gare Montparnasse. Aujourd'hui, on est environ 70 personnes qui sont des gens qu'on a recrutés chez les donneurs d'ordre historiques du nucléaire, donc Framatome, EDF ou le CEA. Mais aussi chez des industriels d'autres secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile pour permettre d'apporter des bonnes pratiques de ces secteurs dans une industrie nucléaire qui pourrait parfois moderniser ces approches, notamment sur la conception et le développement des projets. On est soutenu par un certain nombre d'investisseurs qui nous ont financés à hauteur de 20 millions d'euros pour l'instant. Et on a également reçu une subvention dans le cadre du programme France 2030 à hauteur de 32 millions d'euros. Par ailleurs, évidemment, on est intégré dans un écosystème du nucléaire avec à la fois des experts issus de la communauté scientifique nucléaire qui participent à nos revues de conception et qui apportent des conseils spécifiques en fonction de leurs expertises, et à la fois un certain nombre de participations aux instances internationales que sont la Nuclear Energy Agency américaine ou encore l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aujourd'hui, nous avons donc un premier client qui a été confirmé
pour une mise en service en 2026. Donc, il s'agit du sucrier Cristal Union. On s'installe en particulier sur leur site de Bazancourt, donc dans la Marne, à quelques dizaines de kilomètres de Reims. C'est un site qui a la particularité d'avoir à la fois une sucrerie et à la fois une distillerie. On installe le réacteur Jimmy sur la partie distillerie, qui a l'avantage de fonctionner toute l'année et donc de répondre à cet impératif d'avoir une demande de chaleur en talons ou en ruban, alors que la sucrerie, évidemment, fonctionne uniquement pendant la campagne sucrière. Donc, avec plaisir pour donner des détails dans la partie question sur la manière dont cette annonce a été reçue au niveau local. Pour ce premier réacteur, on a déposé il y a quelques semaines la demande d'autorisation de création à l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc, ça démarre vraiment la phase importante de l'instruction pour obtenir à la fin un décret d'autorisation de création, avec d'abord le déclenchement d'une instruction technique par l'ASN et l'IRSN, ensuite une phase d'étude environnementale, donc il y a également une étude d'impact dans le dossier qu'on a déposé, et enfin une enquête publique qui aura lieu au niveau local dans les différentes communes concernées. L'aspect important également pour la mise en service de ce premier réacteur, c'est évidemment l'aspect industriel, puisque pour mettre en service le réacteur, on a d'abord besoin d'une autorisation, mais aussi besoin évidemment d'avoir un système industrialisé prêt à être mis en service. Et donc pour ça, aujourd'hui, on connaît l'ensemble de nos fournisseurs. On a confirmé à la fois les coûts et à la fois les délais de ce premier de série, et on a placé un certain nombre de commandes, en particulier pour les approvisionnements longs. Typiquement pour le combustible, pour le graphite et pour un certain nombre de systèmes à approvisionnement long comme des pompes ou des échangeurs. Aujourd'hui, on est vraiment à cette phase, si vous voulez, charnière avec l'enjeu de l'industrialisation du premier de série et donc la plupart de nos efforts aujourd'hui sont concentrés là-dessus. Sur l'aspect qu'est-ce qui vient ensuite, donc après ce premier client qu'on espère mettre en service en 2026, on a un marché qui est français et européen. Et aujourd'hui, on connaît une forte traction commerciale, l'objectif étant de confirmer d'ici la fin de l'année nos clients numéro 2 et 3 qui pourront être à la fois en France et à l'étranger. Voilà, je propose, si ça vous convient, de m'arrêter là, puisque les dernières parties concernent les critères de faisabilité sur un site industriel, mais je pense que j'en ai déjà assez largement parlé. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Mathilde. Je propose peut-être qu'on vienne, vu qu'on a fait le tour un peu des apporteurs de solutions, qu'on vienne à la question de l'acceptabilité qui avait l'air d'intéresser un petit peu les personnes connectées. Donc, je sais pas, côté Naria ou Jimmy, malheureusement, Edouard a dit qu'il avait un transport à prendre. Donc, si vous pouvez peut-être présenter un petit peu l'approche, comment vous ambitionnez traiter ce point très, très important. Tout à fait. Alors peut-être que je peux commencer pour Jimmy et en particulier sur l'exemple, ou les deux exemples d'ailleurs qu'on a en ce moment. En fait, le sujet du nucléaire, c'est que c'est assez mal connu et ça fait très peur, évidemment, parce que quand on pense à nucléaire, on pense Fukushima, Tchernobyl, Hiroshima, qui sont des mots que notre responsable communication m'interdit de dire. Donc là, heureusement, il n'est pas là pour entendre ça. Mais donc, toute l'idée, c'est de dire qu'en fait, il faut avoir une communication dans laquelle on arrive à sortir un peu de ces grandes peurs un peu théoriques et irrationnelles et dans lesquelles on arrive à expliquer ce qu'on fait en allant voir les gens au niveau local. Et donc, nous, c'est vraiment l'approche qu'on a adoptée pour nos deux implantations. D'abord pour notre site industriel du Creusot, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est une usine qui sera construite par Jimmy pour des opérations d'assemblage, de stockage et à terme de fabrication de combustible. Et ensuite pour notre réacteur chez Cristal Union dans la Marne. En fait, ce dont on se rend compte pour l'instant, c'est que les gens ont surtout besoin de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et typiquement, c'est important dans le cas de la sucrerie d'expliquer qu'une sucrerie, ça consomme de la chaleur, qu'aujourd'hui la chaleur, elle vient du gaz, donc ça émet du CO2, et qu'en fait, on a très peu de solutions pour remplacer ce gaz. Et donc, il y a d'abord un peu l'aspect pourquoi, à mon avis, qui est important. Et ensuite, on pense qu'il faut avoir une communication qui soit très locale. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs au Creusot en allant d'abord parler aux élus, ensuite à la presse locale et à des représentants d'associations locales, qui ensuite sont en fait les personnes qui peuvent faire remonter les questions des riverains d'une part et faire relais dans l'autre sens en expliquant aux riverains ce qu'on a pu leur dire. Donc voilà, nous, c'est comme ça qu'on prend les choses au début, pour l'instant, et de toute façon, c'est une approche qu'on va construire
progressivement, puisqu'on en est au début de l'histoire. Et donc, notre but à nous, notamment chez Cristal Union, c'est vraiment de co-construire avec les élus et avec l'entreprise la relation au niveau local. Peut-être le dernier point dont je souhaitais parler aussi, c'est quand même de dire qu'on a la chance en France d'avoir une autorité de sûreté qui est très reconnue, à la fois pour son exigence, son expertise et pour son indépendance. Et donc, en fait, on se rend compte que l'argument presque le plus fort de l'acceptabilité, c'est de dire, de toute façon, il ne se fera rien tant que l'ASN a assuré que c'était sans danger. Et ça, c'est quelque chose dont on sent que c'est très bien reçu par les gens qui s'inquiètent de l'installation d'un réacteur à côté de chez eux. Et donc, c'est vraiment un atout pour nous assez central dans la communication. Merci Thiel. Je ne sais pas si côté Nerea, vous voulez ajouter des éléments. Non, je pense que Mathilde a bien résumé la situation et l'enjeu. Finalement, c'est sans être aussi rationnel, une approche coût-bénéfice. Sur les coûts, l'idée, comme elle a dit, c'est de désacraliser le nucléaire et les impacts qu'il pourrait avoir, notamment à l'aune de ces nouvelles technologies qui offrent un profil de sûreté bien plus efficace que les anciennes et les technologies actuelles. Et sur les bénéfices, c'est de montrer que il peut y avoir un impact positif sur les territoires sur lesquels s'installent et se déploient ces réacteurs. Ok, merci. On a d'autres questions. Une question sur la sécurité de l'approvisionnement en fait de la matière. Comment vous pouvez vous engager sur des coûts fixes compétitifs dans la durée, sachant qu'il y a forcément du rapprovisionnement de matière utile. Comment vous sécurisez ça? C'est une très bonne question. Alors, du côté de Jimmy, la question se pose en effet à l'échelle d'un projet, hein, puisque la durée de vie... Alors, j'ai l'impression que la présentation de Jimmy revient. Mais... Oui, on a un peu avancé à la présentation. Très bien. Du côté de Jimmy, la durée de vie d'un contrat est de 20 ans et en effet, il y a une recharge de combustible au bout de 10 ans. Et donc, la question, c'est comment on fait si l'uranium coûte 5 fois plus cher? Est-ce qu'on vend la chaleur, alors pas 5 fois plus cher, mais plus cher? Et en fait, aujourd'hui, il y a des formes de contrats à terme qui peuvent être mis en place et ce qui nous permet, à l'échelle d'un projet, d'avoir déjà sécurisé le prix de la recharge en uranium. Donc ça, c'est côté Jimmy à l'échelle d'un projet. Et ensuite, je laisserai peut-être Louis compléter, évidemment, puisqu'on n'a pas du tout le même combustible. Mais aujourd'hui, sur la question des ressources en uranium, et notamment en uranium enrichi à 20%, c'est un marché qui, je dirais, a pu être en tension et l'est encore un peu, mais à long terme, on est plutôt confiant sur l'approvisionnement et donc sur le fait de pouvoir continuer à fournir en permanence à nos clients une chaleur compétitive. Par ailleurs, je précise que le coût de l'uranium dans un mégawattheure de chaleur produit par Jimmy n'est pas non plus ce qui détermine la majorité du prix. Et donc, il y a une assez bonne résilience à des variations sur les cours de ce marché. Oui. Si je peux réagir, c'est dans le cadre de Boucafil, là je suis reconnecté pour les questions. Juste, ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathilde. Nous, on est dans une situation assez proche de Jimmy. On a fait l'effort de conception pour pouvoir utiliser un uranium faiblement enrichi, donc de l'ordre de 5%, qui, je dirais, on est sur une supply chain qui est celle des réacteurs conventionnels. Donc, on a essayé de dérisquer autant que possible l'approvisionnement d'uranium vis-à-vis de la teneur, parce que le marché d'uranium à 20%, il était très largement russe, et pour l'instant, il est pas encore facile d'accès. Voilà. Merci Edouard. Je propose qu'on passe à peut-être une question suivante sur les zones d'exclusion. Alors les périmètres de zones d'exclusion autour des SMR, il y a une question autour de ça. De notre côté, on n'a pas de zone d'exclusion, hein, donc on a ce périmètre de 1500 m² qui est sécurisé avec une clôture autour, et il n'y a pas de zone d'exclusion ni par ailleurs de plan d'évacuation quelconque à prévoir autour de l'installation d'un réacteur Jimmy. Et je pense que c'est aussi le cas de
de mes collègues, ou en tout cas c'est le cas de la majorité des projets de SMR, hein, qui savent que si on est dans une optique où on installe des SMR dans des endroits qui ne sont pas des centrales nucléaires dédiées, mais qui sont des sites industriels, des lieux de vie, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir une zone d'exclusion et de perturber l'activité du site sur lequel on vient s'installer. C'est ça. Ce qui n'a pas été mentionné, mais la SN va vous dire, va imposer qu'il y ait impossibilité d'événements qui obligent à évacuer ou quoi que ce soit. Exactement. On vérifie qu'on reste à chaque fois en dessous des seuils en termes de doses et d'impact sur la population et que donc on montre que dans n'importe quel scénario imaginable, même le cumul d'accidents le plus théorique et le plus presque farfelu à imaginer, dans tous les cas, on a des impacts qui restent acceptables pour la population. Et typiquement, dans le cas de notre réacteur, pour vous donner l'ordre de grandeur, dans le cas de ce pire scénario, on montre que l'impact en termes de dose pour quelqu'un qui serait juste à côté du réacteur est l'équivalent de la dose radiologique que vous prenez lorsque vous faites un scanner chez votre médecin du corps entier. C'est vraiment ces ordres de grandeur-là, et c'est une des grandes forces d'ailleurs des SMR, c'est qu'il y a des systèmes de sûreté passive et de sûreté très élevés en fonction des technologies qui font qu'on n'est pas du tout dans des scénarios qui sont un accident nucléaire qui peut mettre à mal toute une région. Ouais, je voudrais juste rajouter un élément, évidemment, je suis d'accord avec Mathilde, on vise tous la zone d'exclusion, celle du réacteur. Finalement, le réacteur définit la zone de sécurité, il n'y a pas de zone d'exclusion au-delà de la zone du réacteur. Je pense qu'il y a un point qu'on a regardé chez Boucapsule, un peu additionnel, c'est les aspects agression externe. Donc notre première évaluation, la première évaluation qu'on a faite avec notre partenaire Régis, c'est les évaluations d'explosion de type AZF. Donc, on a montré qu'on était très résistant à ce type d'agression-là. Je pense qu'il faudra faire la totalité de la démonstration qui est nouvelle par rapport à celle des réacteurs existants, puisque traditionnellement, le nucléaire n'est pas installé sur un site industriel autre. Donc, je pense que cette partie de la démonstration, y compris la malveillance, fait partie aussi du discours vers le public qui se préoccupe de voir beaucoup de réacteurs nucléaires sur le territoire. Tout à fait. Ok, merci. Il y a encore d'autres questions, mais je propose vu que le temps file, de laisser quand même la parole à Vincent de l'IMT. Alors, on fait un petit pas de côté. L'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas que dans le monde du nucléaire, il n'y a pas que les startups qui de fait, font évoluer le visage du nucléaire français. On a également la formation qui évolue et qui prend aussi les devants sur la suite à venir de secteur. Donc voilà, je vais laisser Vincent présenter la formation dédiée nucléaire et énergie bas carbone pour l'IMT Nord-Europe. Je vous remercie beaucoup donc déjà pour cette invitation et oui donc effectivement donc je vais présenter ce nouveau projet de création d'une formation d'ingénieurs. Hein. Donc pour faire très rapidement sur l'IMT Nord-Europe, on est une grande école d'ingénieurs située dans les Hauts-de-France. Hein. Donc on fait partie du groupe IMT. Hein. J'ai vu dans une des slides d'un de mes prédécesseurs l'IMT Atlantique, hein, qui fait également partie du même groupe, hein. Donc un groupe d'écoles d'ingénieurs qui crée des formations qui visent à répondre aux grands enjeux de transition énergétique notamment. Et c'est toujours le cas donc avec ce projet donc qui s'est monté il y a de ça quelques années. Ça a commencé le tout départ, c'était en 2021. Donc un projet qui visait à répondre initialement aux besoins des prestataires de la filière nucléaire et des exploitants et donneurs d'ordre également. Et donc le projet a grandi, hein, donc en même temps que le paradigme sur le nucléaire qui est maintenant beaucoup plus populaire qu'il ne l'était encore début 2021. Donc, pour répondre à ces nouveaux enjeux, on a également fait évoluer le périmètre de la formation en intégrant une dimension système telle que celle qui a pu être abordée par Maxime de chez Naarea, donc une compréhension globale du système énergétique dans lequel le nucléaire vient s'intégrer, et également l'apparition de ces nouveaux acteurs, donc du nouveau nucléaire, hein, sur les SMR.
Donc, c'est à ces différents besoins que doit répondre cette future formation. Donc, il y a une formation d'ingénieur en alternance, hein, donc sur 3 ans, avec un rythme qui est de 2 semaines en entreprise, 2 semaines en école d'ingénieur, hein, au cours desquelles ils vont acquérir les différentes compétences, donc justement pour travailler dans les entreprises historiques du nucléaire et également dans ces nouvelles structures donc du nouveau nucléaire et des SMR en particulier. C'est une formation qui va s'ouvrir à Dunkerque en septembre 2025, donc l'année prochaine, et qui a pour vocation de former des ingénieurs sur les métiers, principalement les métiers opérationnels, tels que l'exploitation, la maintenance, la sûreté des systèmes, et avec des clés qui leur permettent aussi de comprendre donc, le mix énergétique dans sa globalité. Donc si la formation se déroule à Dunkerque, il y a la possibilité, et c'est déjà le cas dans nos autres formations, que nos alternants soient flexibles sur quasiment toute la France. Hein, donc Paris, ça pose de difficultés pour peu de futurs alternants. Hein, d'autant plus que le rythme de 2 semaines permet cette mobilité entre l'école et le site de l'entreprise. Donc les compétences reprennent les métiers qui ont été développés plus haut, hein, donc compréhension et application des sciences et techniques du nucléaire principalement et des autres énergies décarbonées. Hein, donc il faut savoir que dans la formation, le nucléaire aura une place prépondérante et que les énergies décarbonées seront étudiées pour comprendre le système dans sa globalité. Donc premier bloc, compréhension des sciences et techniques, le deuxième bloc sur l'exploitation et la maintenance, le troisième bloc sur la sécurité et la sûreté, hein, donc, qui a été cité à de nombreuses reprises au cours des précédentes interventions, avec les spécificités liées à l'énergie nucléaire, hein, donc la radioprotection notamment, et à l'opinion de la société civile, hein, sujets qui ont également été abordés. Le quatrième bloc étant lié au management de projet, hein, donc avec les spécificités des projets qu'on peut retrouver dans le secteur nucléaire. Sur la formation, donc le profil d'ingénieur qu'on souhaite former, il doit permettre de couvrir un grand nombre des métiers, des profils qui sont attendus dans les entreprises du nucléaire, notamment du nucléaire de demain, hein, donc après étude de leurs offres d'emploi. Les grandes spécificités de cette formation, c'est que le mix énergétique est abordé dans sa globalité. On ne se concentre pas qu'exclusivement sur le nucléaire, on prend le mix dans sa globalité, notamment parce que, par exemple, le nucléaire peut servir à la production d'hydrogène, comme ça peut être cité, hein, donc il y a un intérêt à comprendre le mix dans sa globalité. Et sur les SMR en particulier, donc les technologies nucléaires innovantes seront abordées dans le cadre d'un module spécifique. Voilà, et ensuite le détail, hein, enfin quelques éléments sur les cours, hein, donc c'est des modules et des cours qui sont utiles à la fois au nucléaire historique et puis au nouveau nucléaire, hein, donc sur le fonctionnement des réacteurs, la sûreté qui est utile à tout le monde, radioprotection utile à tout le monde, les codes liés à la conception des équipements. Ensuite, il y a également des éléments de maintenance, de qualité, contrôle non destructif, de l'électricité, de la mécanique, procédés chimiques combustibles, gestion de projet, des éléments liés à l'impact des installations énergétiques, donc qui est également utile aux acteurs du nouveau nucléaire, hein, dans le cadre d'installation de nouvelles installations, hein, donc avec les contraintes liées aux installations nucléaires de base, hein, INB, et donc les autres énergies décarbonées qui sont abordées dans le cadre du système énergétique comme déjà abordé. Pour les dernières avancées du projet, hein, donc c'est un projet qui doit sortir, la formation doit commencer en septembre 2025. Actuellement, on est dans le process de la CTI, la commission des titres d'ingénieur, avec la version définitive du syllabus, hein, donc qui comprend le descriptif des cours qui va être déposé en juin donc 2024. Et actuellement, on cherche, donc j'ai pu
être en contact avec certains d'entre vous. On cherche à recueillir des lettres de soutien donc pour soumettre le projet à la CTI, des lettres de soutien qui visent à dire que les acteurs industriels soutiennent le projet dans le principe et qui souhaitent voir sortir la formation. On recueille également des réponses à un questionnaire relatif au rythme d'alternance. Et on commence, et puis on est déjà bien avancé dans la recherche de futurs formateurs et intervenants, donc notamment des acteurs historiques du nucléaire comme Orano, EDF, des gens avec lesquels vous avez déjà l'occasion de travailler également. On a un système qui se positionnerait dans la future formation, et d'autres acteurs, l'AFSEN par exemple, sur les codes énormes du nucléaire. Voilà pour ce projet de formation. Et si à l'avenir vous avez des apprentis qui peuvent vous intéresser, sachez que les premiers recrutements d'apprentis auront lieu en mars 2025. Merci beaucoup Vincent. On a une petite question en termes de taille de promotion. Vous attendez quelle taille de promo, combien d'élèves par an à peu près sur cette formation? Alors, au démarrage de la formation, on va partir sur une vingtaine d'alternants. Et après, à horizon 5-7 ans, on peut monter jusqu'à 60. Donc, en fait, une classe, ce sera 30 étudiants au départ. On va commencer à 20, on va monter jusqu'à 30, et ensuite, on doublera. On fera 2 classes à 60 à horizon 5-7 ans. Comme ce qu'on peut faire dans nos autres formations déjà opérées. Ok. Merci beaucoup pour cette question. Espérant que ça permette d'amener des forces vives pour nourrir les rangs de tout l'écosystème. Il y avait une dernière question, on a peut-être encore quelques minutes, et puis ensuite on va clôturer. Des questions sur le modèle d'affaires des concepteurs, développeurs, constructeurs et exploitants d'SMR. Est-ce que la partie démantèlement, gestion des déchets et donc du combustible usagé et de tout le reste est bien compris dans votre modèle économique, et comment vous assurez que tout ça est maîtrisable sur des durées de vie d'installation qui sont quand même relativement longues? Je vais y aller. Oui, on peut commencer par en arrière. Ouais. Alors oui, nous effectivement, en tant qu'exploitant, on assure la prise en compte de l'ensemble des coûts sur le cycle de vie, dont le démantèlement. Ce qui nous permet de maîtriser les coûts, c'est principalement la diminution du génie civil sur site. Notre but, c'est de déployer un réacteur avec le minimum de matériaux en génie civil, ce qui facilite grandement la partie démantèlement à terme. Je ne peux pas forcément en dire plus. Donc voilà, c'est plutôt, si j'ai fait le tour de la question. Oui, peut-être dire que ça se fait démanteler complètement et dépolluer un site nucléaire, ça s'est déjà fait historiquement. Voilà, c'est une technologie qu'on maîtrise, qui peut être améliorée, mais qui ne présente pas d'inconvénients majeurs. Ouais. Juste un élément sur Blue Capsule. Vis-à-vis de l'aval du combustible et des déchets, donc la filière qu'on adresse n'est pas une filière inconnue, puisque il existe des réacteurs qui ont utilisé ce type de combustible et de structures. Donc toutes ces structures, les chaînes de gestion de déchets sont bien maîtrisées. Donc du coup, provisionner les coûts, c'est plus simple. Et comme tout exploitant nucléaire, on se doit de provisionner, et c'est demandé par l'autorité dans le coût de notre kilowattheure, le coût de démantèlement. Et finalement, on s'appuiera sur les infrastructures en France de l'Andra, comme un autre exploitant nucléaire. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. C'est que pour avoir le droit de construire un réacteur nucléaire, une des pièces du dossier qu'on fournit à l'ASN, c'est un plan de démantèlement qui fait partie d'une instruction détaillée, comme toutes les pièces sur la sûreté, le design, les essais, etc. Donc c'est vraiment pris en compte dès le début. Et l'aspect chiffrage du démantèlement est aussi évalué à la fois pour obtenir l'autorisation, et à la fois il y a une réévaluation annuelle par le ministère de la Transition énergétique
des provisions pour démantèlement qui sont constituées par chaque exploitant. Donc c'est quelque chose qui est hyper contrôlé et d'ailleurs qui sera sans doute encore plus contrôlé pour les exploitants privés que seront les Jimmy, Blue Capsule, Naria, enfin, en tout cas pour les petits réacteurs, que pour les réacteurs d'EDF qui finalement est un acteur public avec l'État derrière. Donc ça, il y a des garanties qu'on doit mettre vis-à-vis de nos clients et qu'on n'a pas le choix de mettre vis-à-vis de la réglementation. Ok, ouais, très clair. Je propose qu'on arrête là. C'est ça. Ouais, je laisse. Je remercie du coup nos 5 intervenants pour leur présentation, également pour les réponses aux questions, et également toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire sur le SMR. Oui. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, par écrit, et puis on fera le relais auprès des participants, et bien évidemment, on continue de nourrir les échanges au besoin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.